Ça, ça fait, vous commencez. Vous commencez, Madame Habiba. Madame Habiba. D'accord, c'est Rachid. Bien. Monsieur Rahim El-Tor, mes chers collègues, mes chers étudiants et étudiantes, chère audience, bonsoir, ravi de vous retrouver lors de ce webinaire qui fait partie d'un ensemble de webinaires qui vont être traités durant les jeudis de réflexion sur le Covid-19. C'est un webinaire qui va traiter une thématique très riche, très importante, d'actualité aussi, qui est le Covid-19, quel impact sur l'économie nationale et internationale. Bien sûr, on va analyser les retombées, on va analyser les recommandations aussi. Avant de présenter les travaux de ce webinaire, j'aimerais bien remercier M. Rahim El-Tor, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmilloul, d'être parmi nous ce soir. Merci pour votre soutien continu. Merci pour vos encouragements et pour votre aide aussi, parce que c'est grâce à votre soutien que ce genre d'événements, bien sûr, auront lieu. Je remercie aussi les collègues qui ont répondu oui à notre invitation pour débattre un sujet aussi important que l'impact du Covid-19 sur l'économie. Sans oublier de remercier aussi les administrateurs de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmilloul. Parmi eux, il y a M. Hassan Dili, vice-doyen, chargé de la pédagogie. Aussi, nous avons Absamad Rachidi, responsable de scolarité. Nous avons également M. Adil Wafi, qui nous porte le soutien qu'il faut pour régler, bien sûr, tous les problèmes techniques en relation avec les webinaires. Merci à eux, bien sûr, sans oublier de remercier nos chers étudiants qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire. Avant de passer la parole et de présenter les travaux de ce webinaire à mes chers collègues, j'aimerais bien donner la parole à Monsieur Rahim El-Tor, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmilloul, pour inaugurer et pour dire son mot d'ouverture. À vous la parole, Monsieur Rahim El-Tor, s'il vous plaît. Merci, Madame. Navré de ce retard dû aux problèmes techniques. L'organisation à distance, c'est une première expérience pour nous. D'abord, je tiens à vous souhaiter une autre fois bon Ramadan, bon confinement à vous, mais également à tous ceux et celles qui nous suivent via la page Facebook de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'être l'une. Je profite de la même occasion pour adresser les vifs remerciements. Il y a un problème de temps. Parce qu'il y a Madame Habiba. Oui, monsieur. Non, il y a un problème. Il y a un chevauchement de son. Je vous entends très mal. Ah. Donc, je crois qu'il faudrait désactiver les micros. Oui, il faut désactiver. Monsieur Adil Jouali, désactivez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Adil Jouali, désactivez votre micro. Ah, le problème est réglé. Donc, la source du problème, c'est Jouali. Le problème est réglé. Donc, mes vifs remerciements sont adressés à vous. Vous avez organisé cette conférence à distance portant sur un thème important, un thème d'actualité, un thème qui intéresse toute l'humanité. Vous savez que la crise
Covid-19 a surpris les gouvernements de la planète entière par sa gravité, mais également par sa brutalité. Les effets néfastes et les conséquences fâcheuses de cette pandémie sur l'économie en général et sur l'économie marocaine en particulier sont pour l'instant très difficiles à évaluer avec exactitude. Mais il est certain que l'on peut d'ores et déjà ressentir que notre économie nationale s'éloigne bien davantage ou bien de la surface idéale du carré magique de Kaldor. Premièrement, une croissance économique faible ou nulle, car nombreuses sont les entreprises qui ont fermé leurs portes, soit de façon définitive, soit de façon provisoire. Et même les entreprises qui ont préféré de continuer à exercer leurs activités, elles se trouvent en situation de sous-emploi à cause du confinement, des mesures préventives, mais également à cause des difficultés d'approvisionnement. Deuxièmement, le taux de chômage s'aggrave. D'ailleurs, c'est une conséquence des emplois des facteurs de production et de la stagnation de la croissance économique. Dans la mesure où la fermeture des entreprises, le licenciement total ou partiel et le ralentissement du rythme d'investissement et de la création des entreprises impactent négativement le marché de l'emploi. Troisièmement, il y a eu certainement une aggravation du déséquilibre extérieur. À cause de quoi? À cause, premièrement, de la chute des exportations due à la fermeture des frontières marocaines, mais également des frontières des pays étrangers auxquels le Maroc adresse habituellement ses biens et services, mais également à cause de la réduction de la demande extérieure, parce que toujours et à chaque fois qu'il y a récession, il y a crise économique, il y a généralement réduction de la demande. Il y a également une crise de tourisme. Et le tourisme est générateur de devises. Il y aurait également la chute du transfert des résidents marocains à l'étranger. Il y aurait certainement un gel au niveau des investissements extérieurs à cause du confinement,
et à cause de la réduction ou de la chute de la demande en général. Il y aurait certainement également la rareté des dons internationaux reçus, car les pays donateurs sont également en crise. Dans ces conditions de récession, en période de sécheresse, c'est notre deuxième année de sécheresse, il y aurait certainement un épuisement des réserves en devises. Et le Maroc, il est déjà, il faut le dire, il est déjà contraint, il est déjà obligé de faire appel à l'emprunt, à la dette extérieure. Et c'est déjà fait, puisqu'il a activé sa ligne de précaution et de liquidité auprès du Fonds monétaire international. Également, on a émis une loi pour déplafonner le montant de l'emprunt à contracter sur le marché étranger, bien entendu, sur le marché extérieur. C'est vrai que dès les premiers jours de cette pandémie, Sa Majesté le Roi a dépêché un avion pour évacuer les ressortissants, pour évacuer les étudiants étrangers, les étudiants marocains plutôt à Wuhan. On a constitué également, ou bien on a assisté à la constitution d'un comité de veille économique qui a procédé à la prise d'un certain nombre de mesures pour essayer d'atténuer les effets néfastes de la crise. On a octroyé des dons aux nécessiteux. On a également accordé un certain nombre de faveurs au profit des entreprises sur le plan fiscal, sur le plan financier, je fais allusion aux banques, bien entendu, et sur le plan social vis-à-vis de la CNSS. Il y a eu également la fermeture des frontières, il y a eu le fait d'imposer le confinement, il y a eu également un plan de, je dirais, un plan de relance économique, etc. Or, la gravité de cette crise et ses conséquences sur le plan économique et social dépend du temps que la crise va prendre. Traditionnellement, il y a 3 scénarios. 3 scénarios sont envisageables pour sortir de la présente crise. Un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un troisième scénario médiane ou intermédiaire. S'agissant du premier scénario,
c'est-à-dire le scénario optimiste. Ce scénario suppose que, puisque le protocole de traitement s'avère efficace, puisque la durée de guérison devient de plus en plus, c'est-à-dire moins de 7 jours, moins d'1 semaine. Moins d'1 semaine. Également, puisque on est sur le point d'atteindre le plateau d'épidémie et par conséquent le pic épidémique. D'après ce scénario, la crise va prendre fin bientôt, avant même la fin de l'année. Et l'économie va reprendre ses souffles. Quant au deuxième scénario, le scénario médiane, ce scénario reprend les mêmes hypothèses que le premier, sauf qu'il suppose que la durée pour sortir de la crise va prendre, c'est-à-dire un peu de temps. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans même. Quant au troisième scénario, qui se veut pessimiste, ce scénario suppose qu'il est très difficile de combattre définitivement le virus. Pourquoi? Tout simplement parce que le virus change. Parce que il est très difficile, dans ces conditions, d'inventer un vaccin efficace. Et par conséquent, la pandémie va prendre beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans. Et par conséquent, les effets et les conséquences sur l'économie marocaine, à l'instar de l'économie des autres pays, seront très fâcheux, seront très néfastes. Donc, pour ne pas être lent, Madame Abou Hafs, je vous cède la parole. Et je souhaite bonne réussite aux travaux de cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Rahim El-Tor, pour votre intervention enrichissante, très pragmatique, qui a traité beaucoup de points en relation avec l'impact du Covid-19 ainsi que les scénarios probables dans le futur et comment il faut faire face à cette pandémie, à cette crise pandémique suite à ces 3 scénarios que vous venez de présenter. Bien, donc je vais passer maintenant vers la présentation des travaux de ce webinaire, tout en présentant bien évidemment les sujets ainsi que les travaux de nos chers collègues, les enseignants, chercheurs, ainsi des professionnels et des experts en la matière. Donc, je vais commencer par professeur Nassiba Goussaïd. Donc, Nassiba Goussaïd, c'est une enseignante-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Etmelloul, qui va traiter l'impact et les conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur le plan international et national, état des lieux et solutions. Madame Goussaïd, bonsoir.
Donc, je vais passer vers une deuxième intervention, celle de professeur Adil Jouali, professeur enseignant-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Eitmeloul. Il va traiter le Covid-19, quelle retombée sur l'économie internationale. La troisième intervention portera sur de M. Hamza Shgar, il va nous rejoindre tout à l'heure. C'est un auditeur, consultant financier chez KPMG Paris France. Son intervention portera sur l'impact du Covid-19 sur l'économie marocaine actuelle et projections sur l'avenir. La quatrième intervention est celle de M. Sharadi Ahmed. C'est un délégué du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique à Agadir. Il va traiter les mesures prises pour faire face aux effets induits du coronavirus Covid-19. La cinquième intervention est celle du professeur Tassouti Rachid, enseignant-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Son intervention, c'est que peut-on tirer comme première leçon de la pandémie eu égard au contexte économique mondial. Et la dernière et la sixième intervention est celle du professeur Habiba Abou Hafs, qui est bien évidemment moi, et coordinatrice ainsi que modératrice de cet événement. Je vais traiter le sujet du Covid-19, analyse économique et recommandations. Je pense que je vais commencer les travaux de ce webinaire par donner la parole à la professeure Nassiba Goussaïd. Donc, à vous la parole, Madame Goussaïd, pour commencer votre intervention. Merci à vous. Madame, s'il vous plaît, Monsieur Rachid, votre invité nous a rejoint ou pas encore? Micro, c'est Rachid. Micro. C'est Rachid, micro. Le micro. Oui. Pas encore, monsieur le doyen. Vous restez, donc je vous le dis. OK. Donc, vous restez avec nous. Merci. Donc, si vous permettez, j'ai une petite remarque, Zamaré, de logistique. Si vous, on laisse l'intervenant, peut-être on désactive l'audio et la vidéo aussi. La vidéo, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? C'est une projection directe, donc. Un encombrement. Bon, d'accord. Mais les micros, oui, je suis tout à fait d'accord pour les micros. Donc, on va désactiver tous les micros et on laisse la professeure Goussaïd parler. Donc, vous savez, madame, monsieur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à cause du confinement. C'est une occasion pour nous de se voir. Bon, oui, c'est sûr. C'est une très belle occasion d'ailleurs, monsieur Ettor. Allez-y, Madame Goussaïd, je vous laisse la parole. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous passez un bon ramadan. J'espère aussi que tout le monde commence à s'accommoder un peu avec ce confinement exigé. Donc, permettez-moi de commencer tout d'abord par dresser mes chaleureux remerciements à Madame Habiba Abou Hafs pour cette très belle initiative et pour l'opportunité qu'elle m'a offerte afin que je puisse être présente ce soir parmi vous. J'aimerais également remercier les différents participants ainsi que M. Rahim Ettor pour son honorable présence avec nous. Donc, aujourd'hui, nul besoin de rappeler que nous sommes en train de vivre des conditions qui sont très particulières et qui sont dues, bien évidemment, à la diffusion du Covid-19. Des conditions qui nous ont contraints à changer beaucoup d'habitudes, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, d'où d'ailleurs ces webinaires. Donc, on avait plus l'habitude de se rencontrer physiquement dans des séminaires classiques, mais confinement exige, on va faire avec. Donc, si nous sommes réunis ce soir pour parler du Covid, bien que la santé des citoyens reste une priorité pour tous, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus dans la discussion, ça va être l'impact socio-économique de la pandémie, que ce soit à échelle internationale ou nationale. En effet, pour pouvoir évaluer justement cet impact, je préfère que nous ne nous basions pas trop sur les statistiques, car comme vous le savez, nous sommes en train d'observer des chiffres, d'observer des pourcentages, mais qui changent à une vitesse qui est vraiment phénoménale. Et ça, c'est normal car nous sommes toujours dedans. Donc, puisque la pandémie n'est pas encore finie, on ne peut pas vraiment évaluer avec exactitude cet impact.
Ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de dresser un état des lieux qui va nous permettre en fait de reconstituer le puzzle de cette crise que nous sommes en train de vivre en déterminant bien évidemment les différents éléments qui nous ont conduits à cette situation actuelle. Donc, en effet, nous avons tous eu l'opportunité ces derniers mois, de janvier jusqu'à maintenant, de lire, de consulter des rapports qui étaient vraiment très, très différents au début, puisque certains chercheurs, certains penseurs parlaient d'un malaise passager, alors que d'autres commençaient déjà à évoquer le risque d'une crise économique. Aujourd'hui, tout le monde se met d'accord malheureusement, car le son des cloches est devenu beaucoup plus aigu, beaucoup plus grave. Nous sommes en train de parler justement des deux scénarios de réflexion que nous avons connus durant la pandémie. Monsieur Rahim Etour en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a un premier scénario qui est articulé autour d'une hypothèse qui était assez soft. Et dans ce scénario, on mettait en scène une pandémie qui atteindrait un pic durant le premier trimestre de l'année 2020, après lequel elle va continuer à baisser. Donc, déjà dans ce scénario qui était léger, qui était soft, on parlait d'un impact économique et social qui était assez important, assez lourd, puisqu'on parlait d'une perte sur la croissance économique mondiale de 0,5 points de pourcentage. Et donc, on devait normalement tomber sur un pourcentage de 2,4 au lieu des 2,9 qui étaient envisagés en 2019. Maintenant, le scénario le plus alarmant, ça va être le deuxième et qui est articulé en fait sur une diffusion de la pandémie domino, c'est-à-dire une diffusion beaucoup plus rapide et très difficilement contrôlée par les différents États, par les différents pays. Donc là, nous sommes en train de parler d'un impact qui est beaucoup plus lourd puisqu'on parle d'une perte sur le PIB mondial d'un minimum de 1,5%. On parle également des échanges commerciaux qui vont être atteints au moins de 3%, donc ça aussi, ça va être une diminution. On parle des exportations de toutes les économies qui vont être lourdement touchées et impactées. Et on parle même, à cause d'une malgestion de la pandémie, de certains pays dans la zone euro qui entreraient dans une récession. Donc, malheureusement, c'est de ce deuxième scénario que nous sommes aujourd'hui le plus proches. En fait, la gravité de l'impact que nous sommes en train de décrire aujourd'hui va être couplée avec la situation qu'on vivait avant même l'apparition du coronavirus. Et là, je ne vous apprends rien. La croissance économique mondiale était déjà faible. Elle commençait à peine à se stabiliser et il y a l'arrivée de ce virus qui vient assombrir encore plus le paysage. Donc, pourquoi je parle d'assombrir? Parce que nous sommes en train de parler d'une crise qui est très dangereuse, qui est très lourde. Et ce danger, eh bien, on peut l'expliquer par sa particularité. En fait, c'est une crise qui est assez particulière et sans précédent, car on parle en même temps d'un choc de l'offre, de la demande et de la liquidité qui est accouplé à ce caractère de l'économie actuelle qui est interconnecté. Le choc de l'offre, il est bien évidemment expliqué par la diminution de la production. Ça a commencé par le confinement qui a été exigé en Chine. Et donc, ce confinement, il a été aussi ressenti dans plusieurs autres pays avec cette interconnexion de l'économie. Je parle beaucoup plus de pays de l'Amérique latine et de pays en Afrique qui font le plus gros de leur exportation en Chine. Donc, lorsqu'on parle de Chine, on parle de l'atelier du monde. On parle aussi d'industries qui sont très gourmandes en matières premières. Donc, vous avez par exemple le Pérou qui faisait plus de 28% de ses exportations avec la Chine. Vous avez par exemple en Gambie où nous sommes à peu près à 50% des exportations qui sont justement exportées en Chine, etc. Après le confinement en Chine, eh bien, le confinement dans les autres pays vient aggraver encore davantage la situation. Nous avons également un choc de la demande et ce choc, il va être expliqué par deux éléments déterminants. Le premier, ça va être bien évidemment et naturellement la perte des emplois et nous sommes quand même en train de parler d'un chiffre qui est effrayant. Donc, nous parlons de 25 millions d'emplois perdus dans le monde. Et lorsqu'on parle de perte d'emploi, on parle de perte de revenus. Donc, c'est normal que la demande aura chuté. Mais on parle aussi d'un autre fléau que nous sommes en train de vivre durant cette pandémie et qui n'est rien d'autre que l'épargne de précaution qui est en train de mettre la consommation en berne, malheureusement. Il y a aussi le choc des liquidités, comme je l'ai déjà évoqué. Donc, aujourd'hui, malheureusement, le cash n'est plus entre les mains des parties qui en ont le plus besoin. Donc là, je fais référence beaucoup plus aux PME et aux ménages. Donc ça aussi, ça va s'ajouter aux autres chocs et ça va nous donner les ingrédients
qui vont justement constituer le contexte idéal pour une crise économique. Donc, si nous avons compris d'où est-ce que cette crise est venue, comment elle a été constituée, il faudrait aussi parler de quels sont les secteurs qui ont été le plus impactés par la crise, que ce soit dans le monde ou bien au Maroc. En fait, selon les rapports officiels, et sans surprise, dans le monde, les secteurs les plus touchés vont être celui du pétrole, du gaz naturel, des services, des transports, de la fabrication, de l'exportation des produits agricoles et de pêche, du commerce de détail et de l'immobilier. Au Maroc, nous allons retrouver à peu près les mêmes secteurs, sauf que l'ordre va être un tout petit peu différent. Donc, pour nous, ça va être beaucoup plus la construction, suivi de l'hébergement et de la restauration, du transport, de l'industrie chimique et parachimique, et en dernier lieu, de l'industrie du textile et du cuir. Donc là, pour rester fidèle un peu à moi-même, je vais me recentrer un tout petit peu plus sur l'activité touristique, parce que de un, c'est l'un de mes axes principaux de recherche, mais de deux, nous sommes aussi en train de parler d'un secteur qui est porteur dans l'économie marocaine. Nous sommes en train quand même de parler d'une participation de 17% dans le PIB marocain. Nous parlons également de 2 millions d'emplois, que ce soit des emplois directs ou indirects. Et nous parlons de chiffres qui sont effrayants lorsque on parle de 138 milliards de dirhams de pertes sur l'année 2020. Donc, les professionnels du tourisme parlent de l'année 2023 qui va nous permettre de revenir seulement au niveau qu'on avait en 2019. Donc, c'est comme si on était en train de faire des efforts pendant 4 années pour retrouver seulement le niveau qu'on avait en 2019. Et ça aussi, ça va être très, très grave pour le secteur. Donc, une fois que nous avons déterminé les secteurs impactés, et pour sortir un peu de cette noirceur, il faut aussi souligner qu'il y a des secteurs qui se sont pas mal sortis durant cette pandémie. Ça va être bien évidemment le secteur de l'éducation, ça va être aussi les services sociaux, l'administration publique et le secteur de la santé pour certains pays. Donc maintenant, nous savons que l'impact il est lourd, nous savons quels sont les impacts touchés, les secteurs touchés, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer et qui pourraient, de un, permettre de faire face à la situation d'urgence et de deux, permettre de sortir de cette crise. Donc, pour pouvoir faire face à la situation d'urgence, le premier élément à traiter, ça va être le fait de garantir un niveau décent aux populations en situation de précarité. Et là, je suis fière de dire que le Royaume du Maroc était l'un des premiers pays qui ont donné des aides, qui ont donné des versements de CNSS, etc. Et le pays a aussi été très réactif là-dessus, surtout lorsqu'on se compare, par exemple, à certains pays comme les États-Unis qui a pris la même décision, mais qui est toujours dans un flou total quant à la date à laquelle elle va commencer à débloquer ses versements. Donc, aux États-Unis, on parle d'un délai de plusieurs semaines, voire de quelques mois, pour pouvoir travailler toute la logistique de la chose. Deuxièmement, il faut aussi tracer une feuille de route qui va nous permettre de mieux organiser la création de richesses. Et ça aussi, on l'a commencé au Maroc. Donc, puisque nous ne pouvons plus créer des richesses sur certains secteurs à cause du confinement, à cause de la fermeture des frontières, etc., nous avons commencé à compenser par d'autres fabrications. Et là, je fais allusion à la fabrication des masques, à la fabrication des respiratoires, qui étaient dédiés dans un premier temps à un usage interne, mais qu'on a commencé à exporter à l'extérieur. Il faut aussi revoir, après la situation de crise, bien évidemment, la relation avec le reste du monde. L'une des leçons qu'on a apprises avec cette pandémie, c'est qu'il va falloir recentrer les politiques des produits agricoles et de pêche afin que nous ayons toujours un objectif de garantir un minimum d'autonomie. Pour les pays dans lesquels les fragilités du système de santé ont été démontrées par cette crise, il va aussi falloir revoir d'urgence ces fragilités pour pouvoir les contrecarrer. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de sortie de crise si on ne parle pas du rôle de l'État. Donc, nous savons tous que l'État doit injecter énormément, doit investir énormément pour qu'elle puisse relancer la machine économique. Donc, heureusement, c'est ce qui est en train de se faire au Maroc. Vous savez très bien que notre chef du gouvernement avait déjà parlé de la suspension d'un certain nombre de projets publics, mais heureusement qu'il s'est rétracté très rapidement sur cette décision et il a opté à la place pour l'endettement extérieur. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Rahim Ettor. Donc, heureusement que le Maroc a encore la capacité de s'endetter,
et surtout dans ces conditions, car, paraît-il, les taux d'intérêt sont plus faibles en comparaison avec les périodes normales. Donc, je vais encore une fois me recentrer sur les solutions qu'on pourrait proposer pour le secteur touristique. Donc là, peut-être qu'une fois le déconfinement organisé, les différents établissements, que ce soit hôteliers, restaurateurs, les agences de voyage, etc., pourraient revoir le nombre de jours fériés et travailler plus de jours sur l'année pour pouvoir compenser la perte qu'on a déjà faite. Peut-être aussi que les heures de travail pourraient être revues à la hausse pour pouvoir produire beaucoup plus, comme ce qui a été le cas en France, par exemple. On pourrait aussi commencer à encourager le tourisme interne ou bien beaucoup plus le tourisme de proximité, puisque les premières études qui ont été faites sur le tourisme ont démontré que les consommateurs sont beaucoup plus à l'aise avec l'idée de se déplacer, mais pas très loin de chez eux. Donc ça aussi, ça peut être une solution qui peut nous permettre de sauver ce qui reste à sauver de l'année 2020 dans le secteur touristique. Mais pour cela, bien évidemment, il va falloir travailler sur un protocole sanitaire très, très rigoureux. Il va même falloir travailler sur une transformation de l'industrie touristique qui va nous permettre de protéger les visiteurs, mais aussi les personnes qui travaillent dans le secteur. Donc, pour ne pas être longue et en guise de conclusion, j'aimerais en fait vous poser une question qui constituera une ouverture sur un autre thème et sur un autre débat. Et ma question va être la suivante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cet impact qui est vraiment très, très lourd sur l'économie, et lorsqu'on ajoute à ça que personne ne peut se prononcer sur la date à laquelle cette pandémie sera finie, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est peut-être temps pour les différents États, pour les différents pays, de commencer à déconfiner pour pouvoir relancer la machine économique? Je sais très bien que pour répondre à cette question, il va falloir déjà avoir un impact qui est calculé avec exactitude. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes toujours dedans, donc on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça va être une ouverture de débat que je vous propose. C'était tout pour mon intervention. Madame Abou Hafs, j'espère que j'étais dans les temps. Très bien. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous cède la parole. Donc, bravo, professeur Boussaïd, pour votre riche présentation. C'était très intéressant ce que vous dites. Même si vous avez dépassé 10 minutes par 10 minutes par 3 minutes, bon, c'est pas grave, mais c'était très intéressant. Alors, professeur Boussaïd a parlé en fait des éléments qui sont très, très, très intéressants en relation avec les conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Elle a parlé de tout ce qui se passe, c'est-à-dire l'impact au niveau international et national. Elle a proposé des solutions en relation avec l'ensemble des secteurs et aussi elle a essayé de hiérarchiser en fait l'importance des secteurs tout en sachant qu'elle a fait, c'est-à-dire le focus sur le secteur du tourisme. Donc, professeur Boussaïd a proposé quelques solutions qui sont très, très intéressantes. Monsieur Adil Jouali, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Coupez votre micro, monsieur. Oui. D'accord, d'accord. Il y a un chevauchement de sang. Hein. Donc, merci. Alors, je disais que professeur Boussaïd a mis l'accent sur des solutions qui sont intéressantes. Elle a bien sûr, avant cela, elle a analysé des secteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le gouvernement par rapport à l'État marocain en relation avec, pour résoudre ce problème, pas résoudre, mais proposer c'est-à-dire pour les mesures préventives, donc tout ce qui est aide sociale, tout ce qui est industrie, tout ce qui est, c'est-à-dire l'intervention de l'État en relation avec le reste du monde, en ce qui concerne l'endettement et tout ça. Donc, bien sûr, les autres interventions vont essayer d'expliquer en profondeur ces éléments. Pour l'instant, ce qu'on va faire pour ne pas perdre trop de temps, c'est-à-dire en résumant cette intervention, je vais passer la parole directement à M. Adil Jouali. D'accord? Votre intervention portera sur le Covid-19, quelle retombée sur l'économie internationale. Je pense que votre intervention va essayer de traiter pratiquement des points qui sont la continuité, si vous voulez, de la première intervention. Donc, à vous la parole, monsieur Adil Jouali, s'il vous plaît. Donc, je vous cède la parole et vous avez 7 à 10 minutes à respecter, s'il vous plaît. D'accord, merci Madame Abou Hafs. Je vous remercie tout d'abord pour pour cette belle initiative
pour votre organisation de cette conférence virtuelle. Donc, je tiens à remercier mes chers collègues, les intervenants dans cette conférence, et je remercie Madame Boussaïd qui a dressé un bilan non exhaustif sur l'impact de Covid-19 sur l'économie internationale et sur l'économie nationale, donc rien à dire. Donc, je vais pratiquement compléter les idées de Mme Boussaïd et bien évidemment tous les intervenants de nos chers professeurs. Donc, aujourd'hui, le monde face à une bataille implacable d'un ennemi invisible. Cet ennemi invisible, baptisé le coronavirus Covid-19. Ce coronavirus Covid-19 a rendu le monde dans un état de récession économique féroce. Jamais une telle crise politique, que ce soit économique ou même pandémique, n'a réussi à paralyser le mouvement mondial à ce point-là. Donc, les effets de la mondialisation depuis le début du XXIe siècle battent son plein. Depuis la crise de subprime en 2008 qui a perpétré le monde et qui a touché le système économique international il y a un problème de sang. Il fallait fermer la page Facebook, paraît-il. La page Facebook? Non, oui, j'ai ouvert la page Facebook dans mon portable, dans mon Android. Ok. D'accord. C'est bon maintenant? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon maintenant? Alors, je peux continuer? Je peux continuer? Bien sûr. D'accord. Donc, j'ai dit que jamais une telle crise, que ce soit politique, économique ou même pandémique, n'a paralysé le mouvement mondial à ce point-là. Et donc, les effets de la mondialisation depuis le début du 21e siècle battent à son plein. Et depuis la crise de subprime en 2008 qui a perpétré le monde et qui a touché le système économique mondial de plein fouet, donc, elle a engendré une chute de toutes les sphères économiques brutalement, de toutes les sphères économiques, que ce soit la sphère réelle et la sphère monétaire. Alors, 12 ans plus tard, face à une guerre biologique, l'économie mondiale présente une vulnérabilité inquiétante qui risque de se révéler au rythme de la progression de ce mythe féroce, incontrôlable au moins jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce virus, elle a commencé son aventure au mois de décembre 2019 à Wuhan, le centre de la Chine, la ville qui a abrité des firmes multinationales les plus importantes de la Chine et qui a connu un mouvement très intéressant de l'économie internationale et de l'économie de la Chine et de toutes les sphères économiques mondiales, que ce soit la sphère réelle et la sphère monétaire et financière. Et puis, le virus s'est propagé au cours du mois de mars 2020 dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie devient une pandémie, donc elle nécessite des mesures de prévention essentielles pour lutter contre sa propagation. Donc, on a dit que l'Asie comme l'Europe sont partis pour connaître un arrêt brutal de leur économie mise à l'épreuve sans précédent de leur système de la santé. La conjoncture actuelle enregistre un blocage des activités de secteurs phares de l'économie internationale, particulièrement les secteurs chez les pays qui ont vocation touristique, comme par exemple l'Espagne, l'Italie et la France, d'ailleurs nos premiers partenaires internationaux. Et donc, les grandes puissances industrielles n'ont pas été épargnées de cette solidification. Donc, avant d'ouvrir le débat sur la question d'une guerre, s'il s'agit d'une guerre économique internationale, permettez-moi de dresser un document introductif sur les spécificités et les caractéristiques de l'économie chinoise, ça veut dire de l'économie de dragon rouge. Loin de toute considération, la Chine demeure le premier pays de la planète qui a brûlé les étapes de développement sans respect de certains
théorie ricardienne ou krugmanienne. La Chine a réalisé un taux de croissance qui bascule entre 8% et 12%, qui dépasse par des centaines de points par rapport au taux de croissance réalisé par les pays de la triade, à savoir les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Et via une plateforme ou une base industrielle très avancée et très développée, la Chine octroie un climat des affaires propice pour l'implantation des firmes multinationales et pour l'implantation évidemment des laboratoires de développement et de recherche de pointe. Alors, de jour au lendemain, la Chine en position comme leader sur la scène économique mondiale. Rappelons qu'entre 1978 et 2002, la croissance de l'économie mondiale a été de 2,8%. Oui, 2,8% en moyenne par rapport à la croissance réalisée par la Chine qui a été de 9,4%. Donc, et depuis son adhésion à l'Organisation mondiale de commerce, la Chine est devenue une plateforme du commerce international, faisant d'elle un nouveau pôle économique en grande envergure à l'instar des pays de la triade. Les exportations chinoises, particulièrement compétitives en raison de la chute de taux de change de la devise nationale, la production industrielle et technologique chinoise inonde le marché international, et ceci grâce à l'adoption d'une politique d'investissement très avancée par le gouvernement chinois, ce dernier qui a en même temps encouragé la délocalisation des firmes multinationales tant vers les pays industrialisés afin de se procurer des technologies et pour accéder à des réseaux commerciaux plus élargis et aussi dans les pays en voie de développement afin de s'assurer des approvisionnements en matières premières, en énergie et ressources agricoles. Alors, nous évoluons dans une récession et tous nos partenaires économiques internationaux sont en récession. Tous nos partenaires, ça veut dire nos premiers partenaires, à savoir la France, l'Espagne et l'Italie. Et dans cette crise-là, les règles néolibérales sont en train de sauter en Europe comme aux États-Unis. Effectivement, l'évolution des effets de la mondialisation des échanges et de la globalisation financière, tout le monde embarque sur le même Titanic, à vrai dire. Nos principaux partenaires, à savoir la France, l'Italie et l'Espagne, ont été les premiers, après la Chine, qui ont assumé le coût de cette crise pandémique. Donc, on a bien évidemment notre premier fournisseur, notre premier client, la France. On a une histoire longue avec nos premiers partenaires de l'Union européenne. Et donc, le Maroc est lié à l'Union européenne avec un accord d'association qui a été signé en 1996 et qui était entré en vigueur en l'an 2000 dans l'ultime objectif d'instaurer une zone de libre-échange à l'horizon de 2012, dans l'ultime objectif, c'est le démantèlement tarifaire des importations et des exportations avec l'Union européenne. Et Professeur Jouali, oui, vous avez dépassé 10 minutes, donc je vous rajoute seulement 2 points. 2 minutes. Hein. Oui. Essayez de résumer, s'il vous plaît. Je lis les retombées sur l'économie internationale avec l'économie nationale parce qu'on a une liaison étroite avec. Je disais qu'on a une liaison avec l'Union européenne, avec un accord d'association, et depuis la mise en œuvre d'un statut avancé en 2010, donc l'Union européenne demeure le premier partenaire du Maroc, le premier pays en matière d'approvisionnement de produits finis et de consommation intermédiaire dont on utilise dans le processus de production. D'accord. Et il y a une interdépendance, une interconnexion entre le système économique international, à savoir entre la Chine et l'Union européenne et le Maroc, puisque la Chine demeure aussi le premier pays d'approvisionnement par rapport à l'Union européenne. Donc, on a observé un arrêt brutal de beaucoup des activités
d'activité, beaucoup d'usines, à savoir Michelin, à savoir PSA, Renault, Airbus, et beaucoup d'entreprises qui ont connu un arrêt brutal ou un arrêt provisoire, certainement des PME et de toutes petites entreprises. Merci pour votre attention et je vous cède la parole à mes chers intervenants pour dresser l'impact sur l'économie nationale. Merci à vous, Madame Abou Hassan, je m'excuse. Pas de problème, monsieur professeur Adil Jouali. D'ailleurs, votre intervention était très, très fructueuse, intéressante, enrichissante aussi et complémentaire à la première intervention du professeur Boussaïd Dassiba. Je passerai la parole à monsieur Charadi pour ne pas trop tarder, perdre beaucoup de temps entre les interventions. Je passerai la parole à monsieur Charadi Ahmed, délégué du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique à Agadir, pour nous parler des mesures prises pour faire face aux effets induits du coronavirus, le Covid-19. À vous la parole, monsieur Charadi, s'il vous plaît. تسمعوني؟ Très bien. Alors, Ramadan Mubarak عليكم كاملين وبصحة والسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم. تنتمنوا من الله هذا الكونفينمون اللي تنسموه كونفينمون. C'est une occasion pour nous tous, les familles, les chercheurs, ceux qui travaillent pour le bien-être de tous les Marocains, que ce soit des médecins, des professeurs, que ce soit des contrôleurs aussi, sans oublier, parce que le contrôle est très important, que ce soit pour les accompagnateurs. Et n'oublions pas, واحد الشريحة مهمة عندنا في البلاد هما les commerçants. Parce que sans les commerçants, sans la distribution, on ne peut rien faire. Sans oublier aussi ceux qui travaillent dans les champs et qui nous préparent, ils nous donnent quelque chose à préparer dans nos maisons. Alors, mon intervention, d'ailleurs, je suis très ravi de participer encore une autre fois avec vous et je le serai sans cesse et volontiers. Alors, mon intervention, il va se concentrer sur toutes les mesures, si vous permettez. Donc, je ne vais pas tout citer, toutes les mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de notre ministère en collaboration avec les associations professionnelles ou avec les autres départements ministériels. Mais je vais encore plus vous donner une idée générale, sinon basique, méritant d'ailleurs une autre fois pour une autre présentation. Alors, je ne vais pas tarder comme introduction, je vais vous dire tout simplement qu'on est un pays comme tous les autres pays. On vit une situation très exceptionnelle, une propagation de ce virus. On ne sait pas encore est-ce que c'est un virus qui est le fait de l'homme ou est-ce qu'il fait de la nature. Nul ne le sait, mais de toutes les façons, c'est un virus qui est là. Des gouvernements qui se sont adaptés, des gouvernements qui sont en cours d'adaptation, des cours qui face à cette maladie, comme tous les autres pays, on a entrepris un certain nombre de mesures d'urgence. D'ailleurs, les mesures d'urgence, à mon sens et personnellement, je conçois que ce sont très, très délicates et très fermes. Alors, comme vous le savez, c'est une fermeture des frontières aériennes terrestres, c'est une limitation stricte du minimum au minimum du transport, de la logistique des personnes et le confinement de la population. Et tout cela a vraiment un impact non seulement sur la personne, mais aussi sur l'économie. Et vous n'avez pas tardé à nous expliquer ça. On aimerait bien développer ça beaucoup plus dans les prochaines conférences, si vous le permettez encore. Alors, d'ailleurs, le Maroc, par ces mesures, a fait valoir le pragmatisme pour préserver la vie humaine, tenant compte des moyens disponibles. Il a opté pour un certain nombre de mesures à tous les niveaux, que ce soit au niveau législatif, réglementaire, organisationnel, comme je l'ai dit auparavant dans mon introduction, c'est sur la base d'une collaboration avec tous les partenaires. Donc, tous les partenaires se sont mis autour d'une table pour discuter, que ce soit ministère, associations professionnelles et tout le monde ont travaillé
non seulement sur la question de la santé, mais aussi et surtout sur la question en faveur de l'entreprise, en faveur du salarié, sans oublier aussi le consommateur. Alors, parmi les mesures entreprises par le ministère, on a créé un comité de veille au sein du ministère. C'est un comité de veille. On l'a nommé comme ça. Monsieur le ministre a donné ce nom pour qu'on puisse être face à une situation pareille. C'est une commission qui va étudier. C'est une commission avec un certain nombre de stations, la création de 5 stations, surtout pour le suivi de la situation de l'approvisionnement des marchés et des prix. Une autre station pour la remontée de l'information des délégations régionales et provinciales de tous les royaumes, à savoir on a 29 délégations, soit à peu près une millier d'informations qui sont regroupées au niveau du ministère. Chaque jour, il y a une station de contrôle de protection du consommateur, il y a une autre station sur le secteur industriel et il y a une autre station de pilotage et d'analyse de données. Comme j'ai dit, toutes ces stations ont pour objectif d'assister et de mettre en mesure un certain nombre de faveurs en face pour l'entreprise industrielle et commerciale. Et il y a encore, comme je peux le dire, il y a des mesures immédiates et des mesures qui sont en cours d'étude pour le futur proche, Inch'Allah, je suis très optimiste. Nous avons un espoir, nous sommes optimistes et positifs dans ce sens. Je crois que cette crise, entre guillemets, aura un impact. Et il a eu un impact très positif sur le secteur d'activité, surtout celles ou les activités qui sont liées à l'approvisionnement en denrées alimentaires. Je fais allusion à l'agroalimentaire, à la logistique et ainsi de suite. La création de nouvelles idées innovatrices. À nouveau, Madame Nessiba, elle a parlé de tout ce qui est industrie, tout ce qui est innovation. C'est très important, c'est un nouveau marché. Ce sont des exportations par la suite. Ce sont des idées made in Morocco. C'est une occasion pour les entreprises industrielles de voir autrement comment on va valoriser notre produit, on va valoriser notre richesse, notre matière grise. Alors, sans tarder, je passerai par la suite sur les mesures législatives et réglementaires. Sachez que durant ou bien au début, il y avait l'élaboration d'un projet de loi du 27-20 introduisant des mesures relatives à la gestion des travaux des organes d'administration de la société anonyme. On a collaboré ici, on a fixé notre objectif pour fixer les caractéristiques des masques fabriqués en tissu, en non-tissé à usage non médical. Un autre arrêté, 2 arrêtés pour soumettre les gels antiseptiques à une licence d'exportation. On a aussi, comme vous le sentez d'ailleurs, sur les masques médicaux à licence d'exportation. Donc, il y avait un certain nombre de choses et un certain nombre de réglementations qui sont en faveur du consommateur marocain, en priorité. Alors, les mesures législatives aussi, parmi elles, donc, il y a l'élaboration d'un certain nombre de textes pour mesures exceptionnelles pour les employés affiliés à la CNSS, les décrets limitant ou bien la levée temporaire pour les droits de douane sur l'importation du blé tendre, du blé complet, aussi sur un certain nombre de légumes secs, ce qu'on appelle les légumineuses. L'arrêté aussi du ministère de l'économie et des finances de la réforme administrative pour les mesures provisoires contre l'augmentation des prix sur les masques de protection, les mesures transitoires contre l'augmentation des prix de solutions d'hydroalcooliques et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tarder parce qu'une multitude, vous savez qu'on est dans une période très délicate, dans une période exceptionnelle. Un certain nombre de mesures législatives doivent avoir lieu pour un peu cerner notre économie et pour la bonne marche de l'administration marocaine en faveur du citoyen. Parmi aussi les mesures immédiates à caractère industriel, je dirais bien immédiates, c'est le réaménagement de l'équipement
d'une usine de production de l'éthanol. Vous savez que l'éthanol est très important dans ces circonstances pour tout ce qui est médical. La reconversion de l'industrie du textile pour la production des masques. Maintenant, aussi la mobilisation, l'accompagnement de l'industrie marocaine pour la protection du corps médical, avec tout ce qui est combinaison, tout ce qui est casque et ainsi de suite. La fabrication des respirateurs, moi, je salue à cette occasion Madame Nassiba, elle a parlé du masque respirateur 100% marocain. C'est d'ailleurs c'est un marché qui est prometteur. Et l'édition spéciale, une autre édition spéciale pour tout ce qui est MTS Technologie Comic 2019. L'accompagnement maintenant pour tout ce qui est accompagnement de l'entreprise, sans enchaînement, à travers Maroc PME, qui est sous tutelle du ministère de l'Industrie, il y a un comité de sélection publique-privée, et il a approuvé à peu près 34 projets d'investissement pour un montant d'investissement de près de 272 millions de dirhams. Alors, pour la création de 487 emplois à travers cette région du royaume. Les projets sont approuvés et bénéficieront, Inch'Allah, d'une subvention d'investissement de 30% sur le montant d'investissement qui est plafonné à 10 millions de dirhams. Alors, pour les mesures, je passe directement pour les mesures commerciales. Il y a là ce qu'on appelle les disponibilités de masques de protection. Alors, vous savez d'ailleurs que les masques de protection qui sont produits marocains, ils sont certifiés à la norme marocaine. Maintenant, ils sont vendus à 80 centimes l'unité. Le ministère a mis en place un pan de distribution basant sur le circuit de distribution, large couverture du territoire national. Maintenant, il y a 2 semaines, on est à peu près à plus de 100 millions de masques produits en 6 semaines. Il y a 30 millions de masques plus de 30 millions qui sont distribués au niveau des petits commerces, plus de 30 millions qui sont distribués chez les grossistes pharmaciens. Pour l'approvisionnement de premières nécessités, oui. Monsieur Charadi, vous avez dépassé le temps par 5 minutes. Mais non, tout de suite. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Je sais qu'on a besoin d'entendre ce que vous dites. Mais je passe pour tout ce qui est l'approvisionnement des produits de première nécessité. Donc, vous avez constaté qu'il y a une forte demande qu'on a connue ces derniers temps. Le ministère a procédé en quelque sorte à l'évaluation du suivi de la situation de l'approvisionnement par la collecte auprès des producteurs, des importateurs, des départements concernés, pour qu'on puisse avoir une vision claire sur l'approvisionnement afin qu'il soit normal et régulier sur le marché avec une grande stabilité des prix, bien sûr. Alors, je passerai pour les mesures en faveur de l'entreprise salariale. Sachez qu'il y a un comité de veille économique en concertation avec le ministère, notre ministère d'ailleurs, la CGM. On a établi plusieurs mesures capables d'aider les industriels à dépasser cette période. Et on est, comme j'ai dit auparavant, on est très optimiste pour dépasser cette crise. Bon, comme c'est tout le monde, il y a un certain nombre de mesures qui ont été fixées pour les salariés, d'autres pour les TPME, pour les petites et moyennes entreprises qui sont en difficulté, des initiatives aussi en faveur de l'administration par l'accompagnement du télétravail, la création aussi des bureaux d'ordre digital, le guichet électronique des courriers, le parapheur. Comme vous le savez, vous travaillez dans l'administration, donc on a créé maintenant le parapheur électronique et la mise en place d'une plateforme de centralisation de l'information sur les mesures prises par le gouvernement, la société civile et ainsi de suite. Je vous remercie, merci Madame Abou Hafsa pour tout ceci. Merci à vous, Monsieur Charadi. Désolé pour le temps parce que nous avons un temps limité qu'on doit respecter ensemble pour qu'on puisse terminer la conférence ou le webinaire dans le temps qui est réservé. Bien évidemment, votre intervention était très très intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez parlé des mesures qui ont été prises par le ministère de l'industrie et du commerce en faveur pour lutter contre, c'est-à-dire la crise pandémique Covid-19.
C'est très intéressant ce que vous avez dit parce que c'est en relation avec plusieurs domaines, que ce soit l'industrie, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le consommateur, que ce soit bien évidemment tout ce qui est projet d'investissement, etc. Donc, ces mesures, et aussi je vous salue parce que vous avez une vision optimiste par rapport à d'autres. Donc, votre vision optimiste, ça nous encourage quand même parce que ça nous soulage en fait de vous entendre parler d'une vision optimiste et que l'avenir sera quand même avec un impact beaucoup plus allégé qu'un impact qui est lourd tout le temps que l'on entend sur les réseaux, ainsi de suite, les réseaux sociaux ou bien à travers l'information, les informations, à travers les journaux et autres ressources d'information. Donc je passe directement la parole à Monsieur Hamza Leshgab, qui est auditeur, consultant financier chez PMG Paris France, qui va bien sûr intervenir sur l'impact du Covid-19 sur l'économie marocaine actuelle et projections sur l'avenir. À vous, Monsieur Hamza Leshgab, la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à vous tous de m'avoir invité à ce panel assez riche. Donc, je vais tout d'abord commencer par répondre peut-être à la question de Madame Nassiba, qui avait abordé la question du déconfinement. Nul ne peut contredire pour le moment que le déconfinement, c'est la seule et unique solution qu'on peut y avoir pour éliminer cette crise économique. Ça, c'est sûr. Mais un point qui est important et qui n'est pas peut-être abordé et que je vois, enfin, que les gens prêtent une attention moins particulière à ce point, c'est le civisme de nos citoyens. Si nos citoyens ne respectent pas les mesures dictées par les États, par l'OMS, par les spécialistes de santé, on ne pourra pas avancer. On pourra bien injecter de l'argent, bien trouver des moyens économiques, financiers, monétaires, mais sans le civisme des citoyens, on ne pourra pas y arriver. Parce que on va jouer dans une boucle, on va être dans une boucle tournante et on va revenir toujours au point de départ. Donc, il est important de souligner ce point du civisme. Donc, vous avez tous abordé les principaux points, les principaux impacts économiques qu'a eu cette crise sur l'économie marocaine. Je vais pas y tarder plus. Le Maroc, enfin cette crise, ce qui fait d'elle qu'elle est un peu spéciale, c'est que elle n'a pas de semblable. Ni la crise de 1929, ni celle de 2008 n'est comparable à celle-là parce qu'il y a l'aspect humain, l'aspect sanitaire qui rentre en jeu et qui est trop important. Donc, on est dans un marché où on a de l'offre et de la demande. On n'a ni l'offre ni la demande pour le moment. Les usines sont fermées, les gens, ils demandent le minimum vital pour vivre et donc, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de transaction économique. Donc, on est dans une phase de dépression. Notre économie nationale ou internationale, elle est en dépression totale. Donc, notre position, la position du Maroc dans cette chaîne de valeur, parce que ce qui fait de nous, pour le moment, un État qui vit cette crise doublement, c'est que on la vit intérieurement et extérieurement. Parce que intérieurement, parce qu'on n'est pas un pays productif, on a des problèmes dans nos balances de paiement, c'est-à-dire ce que l'État doit payer est plus que l'argent qu'il reçoit. Donc les moyens de l'État, ils sont pas suffisants pour faire face à cette crise. Le troisième point qui est important, c'est qu'il faut savoir que l'Union européenne actuellement, ils sont en train de négocier une nationalisation de leur production. La France, quand il avait sous-traité la vente ou la production plutôt de ces masques à la Chine, elle s'est retrouvée dans une situation délicate où le président et les ministres ne pouvaient plus s'adresser au peuple pour leur dire voilà un besoin vital dont vous avez besoin qui est un masque et il est disponible dans vos pharmacies, sachant que la France est l'un des piliers économiques mondiaux. Donc, en ce moment-là, ils ont pensé à nationaliser leur production. On ne va pas attendre à ce que les autres pays produisent pour eux et qu'ils satisfaisent le besoin de leur État pour qu'on puisse s'approvisionner nous-mêmes du reste de ces pays. Donc, on est d'accord. La politique de relance, il commence par croire à nos ressources. Toutes les mesures que vous avez citées, la production des masques au Maroc, la production des respirateurs, la production des gels hydroalcooliques, les fonds dédiés, on a montré au monde qu'on est capable d'agir, plutôt de réagir, mais pas d'agir. On est dans une phase de réaction. On est une équipe qui sait se défendre, mais en essayant de se défendre,
on a toujours le risque d'encaisser un but et on ne pourra jamais marquer. Donc, on est dans la totale défensive. Il est temps de passer à la réaction. Il est temps que l'État, en compagnie du peuple, réagisse. Il ne faut plus s'arrêter à encaisser. Et on s'est montré un pays qui sait très bien faire face aux crises. Mais pourquoi ne pas avoir ça dans notre quotidien? Pourquoi ne pas engager de telles procédures, de telles initiatives dans notre quotidien? Donc, pour parler de politique de relance, je pense que relancer l'économie, c'est relancer les entreprises. Parce que c'est le point initial par lequel peut toute économie se développer. Quand on relance l'entreprise, elle crée des emplois. Quand elle crée des emplois, il paye des salaires. Quand les salaires sont payés, les gens, ils ont de quoi acheter leurs propres besoins. Donc, le pouvoir d'achat, il est là. Ils ont de quoi emprunter pour consommer et non seulement chercher à épargner ce qui leur reste. Donc, le financement des entreprises, c'est le point basique. Sa Majesté, il a souligné un point trop important dans son discours en s'adressant aux banques. C'est leur rôle, il est trop important en ce moment. Ils n'ont pas réagi pour le moment. La Banque centrale marocaine, elle a fait une très belle initiative en baissant le taux directeur de 2,25 à 2% pour effectivement permettre à ces banques de prêter de l'argent de chez la Banque centrale à un taux qui est réduit pour pouvoir refinancer notre tissu économique. 57% maintenant des PME ils vont mettre la clé sous la porte. Donc, le rôle, moi je trouve que primo, le rôle des banques est trop important en ce moment pour aider notre tissu économique à retrouver sa santé financière. Parce que s'ils le retrouvent, même si les banques font des concessions en ce moment, ils seront gagnants. Ils étaient gagnants pendant des décennies et ils le seront après la crise. Donc, il est temps de sacrifier un peu de leurs bénéfices, de leurs restrictions, de leurs obstacles pour les octrois de crédit et aider notre tissu économique à avoir cet esprit de patriotisme et aider ce tissu économique pour pouvoir devancer cette crise. Un deuxième point, c'est l'État. Il faut savoir que notre État a besoin, comme vous l'avez souligné, on a besoin d'injecter de l'argent dans notre économie. L'injection de l'argent dans l'économie, il vient à travers les crédits. J'ai beau entendre dire dans les réseaux sociaux que voilà pourquoi l'État il s'endette, il faut savoir un point important. L'État il s'endette parce qu'on a un pouvoir trop important au sein du Fonds monétaire international. Est-ce que vous savez qu'on a un pouvoir plus que celui de l'Italie et de nombreux pays européens? Parce que notre dette extérieure, il ne dépasse pas 75% de notre PIB et notre position que nous a octroyé les agences de notation qui sont Moody's, Fitch et Standard & Poor's, ils nous ont positionné en BBB-, ce qui veut dire que notre capacité de s'endetter auprès du Fonds monétaire international est trop importante. Parce que, pourquoi s'endetter? S'endetter parce qu'on doit, de un, injecter de l'argent dans l'économie pour l'aider à se reproduire, et de deux, parce qu'on a besoin de devises. On paye nos dettes en devises, on importe en devises. Est-ce que vous savez que avec cette sécheresse, le Maroc, il est obligé d'importer 5 à 6 milliards de tonnes de blé. Ce qu'on importait à 170 $ ou 160 $, on va l'importer actuellement à 200 $. Ce qui fait un impact net et clair de 18 milliards de dollars. D'où est-ce qu'on va avoir cet argent? On n'est pas un pays productif, on ne crée pas de l'argent, on ne crée pas de la valeur ajoutée pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, l'endettement, c'est la seule et unique solution pour le moment pour pouvoir relancer notre économie. Et je reviens vers le rôle aussi des banques. Les banques, ils doivent, enfin, je ne sais pas si notre message peut arriver aux détenteurs de pouvoir dans ce pays, mais il faut inciter les banques à aider notre économie. Ce peuple, il a commencé à croire en son gouvernement. On avait une crise de confiance entre le peuple et le gouvernement. À partir de ces mesures qui ont été prises, le peuple, il a commencé à gagner, l'État plutôt a commencé à regagner la confiance du peuple. Ne la perdons pas. On est dans une phase de crise. On a montré que l'État, sous le haut patronage de notre roi Mohamed VI, a su faire face à cette crise. Donc, il est temps de continuer sur cette voie et ne pas décevoir ce peuple qui a commencé à croire en son gouvernement et les politiques qu'a initié son gouvernement. Donc, je pense avoir fait le tour de ce
de ce que j'avais en tête parce que nos chers collègues, ils ont bien parlé d'un certain nombre de points que je voulais aborder, mais pas la peine de les redire. Donc, peut-être pour conclure, je compte sur le civisme de nos téléspectateurs. C'est à eux de prendre le relais pour transmettre le message à leur famille. Si on n'a pas besoin de sortir et on n'a pas besoin d'exercer une activité et qu'on peut s'abstenir à sortir juste pour du fun ou pour nulle autre chose, on le fait pas. L'État, il peut ramener de l'argent, les banques peuvent vous prêter de l'argent pour booster votre économie, mais si votre civisme n'est pas là, on reviendra au point de départ. C'est pas l'argent maintenant qui compte. Merci, Monsieur Hamza, pour votre intervention. C'est vrai, vous avez raison. Le citoyen, c'est vraiment le comportement du citoyen est beaucoup plus important d'autre chose. Même si l'État, en fait, c'est-à-dire fournit beaucoup d'efforts pour limiter l'impact négatif de la crise pandémique, si le citoyen n'arrive pas à suivre en fait les mesures prises et appliquer correctement les mesures prises par l'État, donc il va y avoir un décalage entre les deux, à savoir les deux parties prenantes, l'État et les ménages, comme vous l'avez déjà expliqué. Votre intervention était très intéressante parce qu'elle a traité plusieurs points qui sont importants en relation avec les acteurs macro. C'est bien de dire et c'est bien d'évoquer en fait le rôle des agents macroéconomiques dans ce circuit et comment peut-on limiter les conséquences de la crise pandémique en faisant référence c'est-à-dire aux rôles joués qui sont interreliés, si vous voulez, les rôles qui sont interreliés entre les ménages, l'entreprise, les institutions financières, monétaires, l'État, et après vous avez évoqué quelques exemples c'est-à-dire de l'endettement de l'État vis-à-vis du marché international et les institutions internationales monétaires comme FMI et autres. Bien. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à M. Rachid Tatouti pour traiter. Que peut-on traiter? C'est toujours c'est-à-dire des leçons. C'est des leçons, c'est des solutions, si vous voulez, des recommandations en relation avec la pandémie Covid-19. Que peut-on tirer comme première leçon de la pandémie eu égard au contexte économique mondial? À vous la parole, M. Rachid Tatouti, s'il vous plaît. Donc, merci. Donc, tout d'abord, je tiens vivement à remercier M. le doyen Rahim Tour et tous les collègues et les amis professionnels qui ont accepté participer à cette conférence virtuelle dont l'objectif de débattre et d'ouvrir un débat chaud et de mettre au point une thématique particulière, une thématique très intéressante, c'est l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et internationale. Et suite à ce qui a été déjà dit par les collègues comme complément, je voudrais bien répondre à une question qui m'apparaît cruciale. Que peut-on tirer comme première leçon de cette pandémie Covid-19 eu égard au contexte économique mondial? Donc, bien sûr, parmi les principales leçons à tirer de cette situation sans précédent, donc on peut dire que le Maroc, État et société, ils ont prouvé une forte capacité de surmonter, de relever les défis, un élan formidable de solidarité inédit avec des décisions souveraines et une disposition au sacrifice en faveur de l'intérêt national. Et c'est dans cette perspective-là, dans cette optique-là, que le Maroc se doit de capitaliser, de mobiliser les efforts, les moyens, les ressources et l'élan formidable de solidarité, la mobilisation de la citoyenneté pour s'acheminer vers un renouveau impératif de nos politiques socio-économiques, surtout après la fin de la pandémie, et ce, à travers un certain nombre de dispositions, de mesures. Donc, je peux citer parmi lesquelles, premièrement, c'est le renforcement, c'est l'établissement, c'est l'élargissement de la confiance entre le Maroc, entre l'État et la société, parce que tout simplement, c'est cette confiance seule qui est susceptible de permettre la reprise et le parachèvement de cette transition démocratique.
Deuxième mesure, donc il faut la mise en œuvre du principe par lequel on doit considérer le citoyen comme au cœur du développement, du changement, en mettant l'accent sur le social. Pourquoi le social? Parce qu'il faut notamment moderniser, développer le service public. Lorsqu'on dit le service public, c'est bien sûr, c'est notre corps, c'est l'enseignement, formation et surtout la santé. Troisième disposition et troisième mesure, c'est la mise en œuvre des orientations stratégiques, des orientations économiques et sociales qui répondent aux besoins de la société, et notamment en assurant en priorité, bien sûr, à part le service public, il faut assurer la sécurité alimentaire. Et cela, bien sûr, il est conditionné en assurant ce qu'on appelle la sécurité alimentaire en dehors, contrairement à la société de consommation. Et cela, bien sûr, il se fait par la révision des politiques d'échange extérieur, par la révision des alliances internationales et par la révision des politiques d'endettement. Donc, il fallait remettre en cause par le biais des audits de la structure de la dette. Et quatrième et dernière mesure, c'est bien sûr le soutien de l'économie sociale et solidaire en tant que secteur phare, un secteur majeur de l'économie et un facteur essentiel et pertinent du développement social, humain et régional. Donc maintenant, les conséquences de la pandémie sur Covid-19 sur l'économie nationale et internationale, ils sont très difficiles à évaluer, car nul ne sait à quelle date prendra fin. Mais fort heureusement, notre pays, notre Maroc, a été moins touché à ce jour de la pandémie comparé avec l'Italie, l'Espagne, la France, la Chine, les États-Unis qui ont eu déploré le plus de victimes. Donc, il ne me reste que vous dire, alhamdoulilah, merci à Dieu, et Ramadan Mubarak Karim pour nos chers étudiants, et merci à vous. Merci à vous, professeur Rachid Tatouti, pour votre présentation, bien sûr complémentaire aux autres, parce que vous avez évoqué l'économie sociale et solidaire et vous avez parlé de la confiance qui était aussi très très importante, qu'il faut instaurer entre l'État et les citoyens, que ce soit les citoyens, les investisseurs et les autres parties prenantes au sein d'une économie qui se veut une économie de développement dans le futur, qui veut dépasser cette crise pandémique. Bien, donc je vais me passer la parole parce que c'est mon tour maintenant de parler, de vous présenter d'autres éléments. D'accord? Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il est difficile pour l'instant de prévoir un plan d'urgence national. Pourquoi? Parce que l'avenir est incertain. On ne sait pas quand est-ce que la pandémie va bien sûr s'arrêter. On ne sait pas est-ce qu'on va trouver un vaccin dans le futur le plus proche ou pas. Il y a des facteurs qui sont internationaux et des facteurs nationaux qui conditionnent en fait les décisions qui doivent être prises au sein de notre économie. Mais tout de même, ce que je voudrais dire, c'est que je dois saluer quoi? C'est que les efforts de l'État, les efforts c'est-à-dire de notre nation, de notre pays, du roi, de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Pourquoi? Parce qu'il y avait une très bonne gestion de la crise suite à un très bon management de la crise sanitaire qui a eu dans notre pays, le Maroc. C'est déjà excellent. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle une intelligence collective. Et l'intelligence collective, ce n'est pas facile à produire au sein d'une économie parce qu'il fallait regrouper plusieurs acteurs, plusieurs éléments et il faudrait faire de la synergie entre l'ensemble des acteurs. C'est ce qui s'est passé au sein de notre économie et on salue notre pays par rapport à ce point de l'intelligence collective. Les citoyens aussi ont été partie prenante, une partie prenante par excellence parce que grâce aux citoyens qui ont respecté ces mesures préventives on a pu quand même limiter les dégâts en fait du Covid qui ont été produits dans d'autres pays. Alors ça c'est juste un point à signaler. Mais moi ce que je veux, bien sûr, mon intervention portera sur quoi exactement? C'est sur une analyse économique et quelles sont les recommandations. Alors je vais passer vers le volet économique maintenant.
Qu'est-ce que je vais dire? C'est que tout simplement, on a besoin, parce que puisque la majorité de notre audience maintenant aujourd'hui, ce soir, ce sont des étudiants. Donc j'aimerais bien revenir, comme l'a fait chez Hamza Shigar, avant de parler des recommandations, d'expliquer plus ou moins les jeux des acteurs. Les jeux des acteurs au sein de notre économie. Nous avons des acteurs, ce qu'on appelle les parties prenantes. Nous avons les ménages, les entreprises, et d'autres, bien sûr, d'autres acteurs. Mais les principaux acteurs au sein d'une économie, ce sont les ménages et les entreprises. Alors, quand on dit ces principaux acteurs, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a une demande globale, et puisqu'on va chercher quand même à avoir un certain développement dans le futur, on a besoin de savoir comment booster la demande globale pour arriver vers une croissance qu'on appelle le PIB ou bien les valeurs ajoutées. Bien. Donc, je reviens vers ces éléments. Pourquoi? C'est pour donner la chance à nos étudiants pour comprendre les recommandations que je vais lancer par la suite. Les ménages, bien sûr, comme l'a dit Hamza, ce sont des acteurs qui font quoi? Ils consomment, ils épargnent, ils paient l'impôt. L'entreprise, la même chose. L'entreprise, elle fait l'investissement sur la base de l'achat de la matière première, elle paie l'impôt aussi. Très bien, ces deux acteurs, c'est ça en fait leur rôle. N'oubliez pas qu'il y a le marché financier et monétaire, c'est le centre en fait du circuit, il y a l'État qui prélève les impôts. D'accord, on est tous d'accord sur ça. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir les ressources de l'État et qu'est-ce que l'État a fait avec ces ressources. Jusqu'à maintenant, on a compris que l'État veut booster la demande globale sur la base de la stimulation de la consommation des citoyens. Alors, pourquoi? Comme l'a dit M. Charadi et d'ailleurs d'autres intervenants, il y avait ce qu'on appelle des aides sociales, des transferts sociaux, etc. Ça permet à faire quoi? Ça permet à aider ces citoyens ou bien ces ménages pour maintenir en fait leur consommation. Je ne dis pas qu'ils vont augmenter la consommation, mais au moins consommer avec dignité. Ça, on est d'accord. Très bien. Maintenant, les entreprises, qu'est-ce qu'on a fait pour les entreprises? Les entreprises, durant cette période pandémique, ont perdu la majorité, c'est-à-dire ils ont fait l'arrêt de l'activité. Et par conséquent, il y avait bien sûr chômage, il y avait, c'est-à-dire pas de valeur ajoutée pour ces entreprises, pas de ressources, etc. Les ménages aussi, donc puisqu'il n'y a pas de salaire, parce que c'est grâce au salaire qu'on peut consommer, épargner et payer l'impôt. Alors l'État va intervenir dans ce cadre-là par des mesures, comme l'a dit M. Charadi, il y avait plus de mesures, et ces mesures, bien sûr, je salue M. Charadi parce qu'il a parlé des mesures en relation avec le ministère qui a été lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et parmi ces mesures, c'est l'aide portée aux entreprises pour ne pas tomber dans les faillites et l'aide portée aux citoyens, ça veut dire les ménages, hein, pour maintenir au moins leur consommation. D'accord? Mais maintenant, la question qui va se poser, c'est la ressource de l'État. Le problème, c'est qu'avec l'arrêt de l'activité de l'entreprise et aussi avec des ménages qui ne paient pas la TVA, c'est-à-dire ils ne consomment pas, en ce moment-là, on a compris que les ressources fiscales ont baissé. D'accord? Donc, pas l'IR a baissé, l'IS a baissé, la TVA a baissé. Il y a d'un autre côté l'endettement. Donc, comme l'a dit M. Chigar, il a expliqué l'endettement de l'État sur la base de, c'est-à-dire LP, comme l'a dit M. Rahibetor au départ, c'est LPL, c'est-à-dire la ligne de précaution sur la liquidité, etc. C'est bien, on a compris, 3 milliards de dollars à rembourser sur 5 ans avec une dérogation de 3 ans, c'est bien tout ça. Mais il ne faut pas oublier en fait qu'il y a l'endettement et quel est l'impact de l'endettement sur l'économie. L'endettement sur l'économie pourra avoir un impact négatif. Quand il n'y a pas investissement, quand l'État n'investit pas son endettement, d'accord? Ça veut dire que l'État, elle paye, c'est-à-dire elle dépense l'endettement dans la consommation, c'est-à-dire l'achat des produits, si vous voulez, le produit de consommation et non pas de l'investissement. Alors, en ce moment-là, puisque l'État, il faut trouver des solutions, il faut aider l'État à gérer cette situation d'endettement. D'accord? Comment on doit faire? Moi, je propose, en fait, d'ailleurs, il y en a d'autres professeurs, d'autres chercheurs qui ne font pas partie de nos intervenants ce soir, mais qui partagent, en fait, ce point de vue. C'est quoi? C'est tout simplement, il faut savoir co-gérer l'endettement. C'est-à-dire la co-gestion de l'endettement. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que l'endettement, il est composé à 80% de l'endettement intérieur, parce qu'il y a la dette extérieure, c'est international, qui est prise au niveau Fonds monétaire international, si vous voulez, la Banque mondiale, etc. Mais il y a l'endettement auprès de plusieurs institutions marocaines, à savoir CDG, les banques marocaines et d'autres. Bien, comment peut-on faire maintenant? C'est qu'il faut savoir gérer l'endettement avec ces institutions, négocier. Il faut lancer un partenariat, pourquoi pas, un partenariat entre ces institutions au niveau national
et c'est comme la finance participative, c'est-à-dire financement, gestion de l'endettement. Donc on finance une partie de la dette et l'autre partie de la dette, on fait quoi? On va co-gérer et si on gagne quand même, on va quand même être, c'est-à-dire on va orienter l'endettement vers l'investissement. Ça, c'est juste une solution. Bien. Alors, une autre proposition pour l'État, c'est que les ressources fiscales doivent être renouvelées, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas seulement l'IS, l'IR, la TVA, mais il faut savoir imposer aussi les fortunes, les richesses, les successions. Pourquoi ne pas renouveler les ressources fiscales? Parce qu'on ne va pas se baser seulement sur les ressources. L'IR, c'est quoi? C'est l'impôt sur le revenu. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une imposition progressive d'impôt sur le revenu. Donc, une imposition quand même progressive, ça va servir à l'État de générer des ressources fiscales et ça va aider aussi à avoir plus de ressources pour aider. Parce que si en faisant l'analyse économique, on va revenir vers Keynes, John Maynard Keynes, qui a lancé plusieurs solutions pour sauver le monde économique de la crise de 1929. Mais c'était ça, c'est l'intervention publique, c'était l'intervention de l'État à travers des dépenses publiques. Alors les dépenses publiques, c'était des dépenses c'est-à-dire des dépenses à partir de l'endettement. Mais l'endettement, n'oublions pas une chose, c'est que l'endettement pris auprès de la banque, c'est-à-dire tiré sur la ligne de précaution liquidité, c'est un endettement qui est laissé à part. Il n'a pas été dépensé. Pourquoi? Parce que c'est en devise. Il a été laissé seulement pour les importations, pour importer et non pas pour acheter et non pas dépenser cela au niveau, c'est-à-dire tout ce qui est mesures préventives, à savoir les aides sociales, à savoir l'aide apportée aux entreprises, etc. Donc ça, c'est pour l'État. Alors, qu'est-ce qu'on propose également? On propose, parce qu'il n'y a pas seulement l'État comme étant acteur important au sein de l'économie, donc il y a d'autres acteurs, comme par exemple, il y a les ménages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je reviens à ce qu'a dit M. Cheradi. Je suis d'accord avec vous parce que vous avez parlé de l'administration. Oui, l'administration, mais il faut améliorer le service de l'administration. Il faut développer d'autres techniques, d'autres méthodes pour, moi je l'appelle le management public intelligent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus de digitalisation pour approcher plus l'administration du citoyen. Parce qu'il y a toujours le problème des procédures administratives alourdies, etc. Et le citoyen, il est tout le temps dans une situation de... Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions des étudiants pour débattre et pour enrichir le débat? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai collecté quelques questions parce que j'ai devant mes yeux le Facebook, donc je suis en train à chaque fois de noter des questions. Donc à la fin, je vais lancer le débat. Donc je continue, s'il vous plaît. Il y a un point très important en relation avec l'administration publique, c'est la digitalisation accélérée, c'est le management public intelligent, s'il vous plaît, les managers publics. J'aimerais bien que l'État prenne soin de ce point et développer le sens critique chez les managers publics. Pourquoi? Parce qu'il faudrait former ces managers publics à bien gérer des situations pareilles, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la gestion par scénario, si vous voulez. Alors, comment? C'est une formation. On forme, parce que maintenant, on n'est plus dans un management traditionnel, très calme. Maintenant, on est dans un management qui nous dit, faites attention, l'avenir n'est pas certain, il est incertain. On a besoin des managers beaucoup plus agiles. Agile, ça veut dire ils vont s'adapter à chaque fois avec les situations, les scénarios qui sont proposés par nos intervenants au départ. Bien, donc... sans oublier je vais parler d'une chose très importante, c'est l'intelligence, si vous voulez, artificielle. Ou bien, si vous voulez, l'intelligence artificielle est très, très importante. Alors, en ce moment-là, puisque je parle des ménages, j'aimerais bien que l'État fasse attention à ce qu'il y a, c'est-à-dire l'amélioration des services de l'éducation. L'éducation, c'est très important. La santé, le monde rural et d'autres choses. Mais je vais mettre le point sur l'éducation. On a besoin de développer chez les futures générations ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que dans le futur, dans 30 ans, ou bien dans 40 ans, 25 ans, au-delà de 25 ans, on va comprendre que le monde du futur, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et on aura besoin de ce qu'on appelle l'automate, c'est-à-dire la technologie, les robots et une analyse critique, pas seulement la technologie, mais l'analyse critique des êtres humains. Donc il faut former nos futurs jeunes, c'est-à-dire à partir du primaire, il faut commencer dès le primaire à renouveler, à revoir les programmes scolaires, etc., pour former des futures générations qui analysent et qui critiquent
Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'ils vont gérer les futures crises. D'accord? Ça, c'est pour les ménages. Rapidement, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai des points que je viens de noter, que ce soit avant, que ce soit durant notre webinaire aujourd'hui, c'est ce soir. Donc, il y a aussi les importations, s'il vous plaît, le reste du monde. Vous avez parlé du reste du monde, c'est-à-dire nos relations avec le reste du monde, etc. Mais il y a une chose très importante, c'est que le Maroc, il a compris aujourd'hui qu'il y a l'industrialisation qu'on doit bien sûr développer, c'est-à-dire chez nous, ce qu'on appelle le Made in Morocco. Le Made in Morocco, et comment? C'est grâce à la crise. On a compris qu'on arrive à, vous l'avez dit à plusieurs reprises, qu'on arrive à fabriquer des masques, des pompes à oxygène, etc. C'est bien, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut pratiquer ce qu'on appelle une politique d'austérité relative. Ce qu'on appelle d'austérité relative, c'est quoi? C'est qu'on peut importer ce qui est seulement nécessaire. Ça veut dire on ne va pas importer les produits secondaires, mais seulement les produits de base, le blé, l'huile, le sucre, le pétrole, etc. Et on garde la devise pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'assèchement, l'assèchement de la devise. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est tout simplement, on va essayer de fabriquer tout ce qui est secondaire ici chez nous au Maroc. Mais comment? Comme l'a dit M. Charadi, il faudrait encourager l'investissement, l'entrepreneuriat. Et il faut que l'État aide ces jeunes porteurs de projets par les brevets. Il faut protéger les jeunes qui ont des idées brillantes. Il faut les encourager pour, bien sûr, lancer leurs propres projets au sein du Maroc. Et comme ça, on peut produire le Made in Morocco et on peut importer seulement ce qui est nécessaire et on peut même exporter par la suite. En ce moment-là, notre balance commerciale ne sera, bien sûr, parce qu'elle est tout le temps déficitaire. D'accord? Donc, balance commerciale est tout le temps déficitaire. Il faut quand même qu'on pense autrement et différemment pour résoudre nos problèmes économiques. Alors, l'investissement, c'est le dernier point. C'est que, bien sûr, on salue ensemble les mesures prises par la Banque centrale avec un taux directeur en bas, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça encourage l'investissement, ça encourage la consommation. L'investissement, c'est par, bien évidemment, c'est-à-dire l'empreinte des crédits, etc. Et la consommation chez les ménages par, c'est-à-dire l'obtention des crédits à la consommation. Ça aide quand même à booster la demande globale et par conséquent la production nationale qui est la valeur ajoutée, le PIB, la valeur ajoutée. Donc je pense que j'ai tout dit, même si j'ai dépassé peut-être, je pense parce que j'ai un cas ici. Oui, alors j'ai fait 8 minutes, c'est bien. Il me reste 2 minutes, je pense, donc je dois avoir mes 2 minutes pour continuer, n'est-ce pas? Alors j'espère que je n'étais pas très par rapport au temps. Donc, c'est juste enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour résumer tout ça. Moi, je dis que bravo à notre État marocain, c'est bien les mesures préventives, tout ce qu'a fait pour notre nation, pour notre citoyen, pour lutter contre cette crise pandémique. Bravo aux citoyens qui ont pu respecter en fait c'est-à-dire les consignes, etc. pour nous protéger et protéger notre nation. C'est bien, mais on a besoin que l'intervention de l'État soit une intervention intelligente, en bien gérant les endettements, en encourageant l'entrepreneuriat, en encourageant les investissements, ça Made in Morocco et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que j'ai fait mes 10 minutes. Je vous remercie pour votre attention et on lance le débat puisque je fais la modération de ce webinaire. Je vais passer vers le débat. Parce que j'ai collecté quelques questions tout à l'heure, vu que j'ai devant mes yeux les commentaires de notre audience, alors de nos étudiants et d'autres. Donc, je vais essayer de passer vers... Et bien sûr, je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à rajouter, sinon je passe vers les questions débat, discussion. À vous la parole qui veut... Bon, si vous avez des choses à... Sinon, voilà, j'ai des questions devant mes yeux. Alors... je vais commencer parce que j'ai collecté une question par rapport à M. Charadi. M. Charadi, une question pour vous. Hein. Alors, comment revoir et améliorer les modalités d'investissement dans la région Souss-Messa pour encourager les projets et les jeunes porteurs de projets, c'est-à-dire l'entrepreneuriat? Alors, donnez-nous des idées qui vont aider ces jeunes et donner espoir à ces jeunes. Voilà, c'est une question pour vous, M. Charadi. Alors, voulez-vous que je pose toutes les questions après on commence à répondre bien? Oui, je pose la tout question. à fait. Moi, oui, ça sera oui, j'aimerais bien.
J'aimerais bien recevoir toutes les questions pour que je puisse un peu modérer les choses. Oui, mais les questions, c'est pour tout le monde, ça veut dire pour tous les intervenants. Chaque intervenant va noter sa propre question. Alors, je vais passer, je pense que j'ai des questions ici pour Madame Goussaïd. Alors, professeur Goussaïd Nassiba, vous avez parlé de transformation de l'industrie, du tourisme, de protocoles de sécurité. Bien sûr, peut être ces mesures et pour quand, hein? Quelles pourraient être ces mesures et pour quand? Voilà, c'est ça les premières questions. Vous avez une deuxième question, professeur Goussaïd. Que pensez-vous des critiques faites au report des échéances qui figurent parmi les actions de soutien aux entreprises et sont-elles suffisantes? Ça, c'est votre deuxième question. Je pense que j'ai aussi des questions pour M. Tetouti. Une seule question, je pense. Alors, vous croyez que l'État marocain est capable de réduire les inégalités sociales et comment, suite aux conséquences du Covid? Vous avez noté, M. Tetouti, votre question? M. Tetouti, professeur. Professeur Tetouti. Professeur Tetouti. Vous avez noté la question? Oui. Alors, donc, vous croyez que l'État marocain est capable de réduire les inégalités sociales et comment, suite aux conséquences du Covid-19? Alors, je pense que j'ai également, pour M. Jouali aussi, oui. Alors, comment réussir à diversifier les partenaires financiers internationaux? Comment réussir à diversifier des partenaires financiers internationaux? C'est pour professeur Jouali. Et bien sûr, pour moi, j'ai une question également en relation avec... alors, quelles sont les mesures d'encouragement d'entrepreneuriat dans cette période de crise? Je pense que c'est la même chose que celle de M. Charadi. C'est bon. Donc, je pense que c'est tout. Très bien. Donc, je vous passe la parole. Je commence par M. Charadi. Après, on fait c'est-à-dire après Mme Goussaïd. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à terminer ces questions. Allez-y, je vous donne la parole, M. Charadi, s'il vous plaît. Oui, merci Madame Habiba. Alors, encore une fois, très ravi. Et brièvement, je vais répondre. Je crois que lors de mon intervention, j'ai évoqué pas mal de choses. Il y a un certain nombre d'incitations, mais je crois que nous, dans la région, spécialement dans la région Souss-Massa, pour passer brièvement aussi, parce que le Sahor qarb. Alors, juste pour vous dire, on a une grande opportunité dans la région. Sachez que lors de la visite l'avant-dernière de Sa Majesté le Roi, le programme d'accélération, la première déclinaison du programme d'accélération industrielle dans le royaume a été signée. Tout ça. Donc, ce que cela veut dire qu'il y a une volonté royale pour booster l'investissement au niveau de cette région. Donc, c'est la première région qui a bénéficié de ce fonds. Et sachez aussi que lors du discours de Sa Majesté le Roi, il a parlé et il a insisté sur le fait que la région de Souss-Massa, c'est le centre du royaume. Alors, moi, parce que je suis très optimiste, je vais positiver. Je vais positiver parce que, comme il a dit notre consultant, il a dit que l'économie, il est toujours liée à tout ce qui est ça dépend du confinement, ça dépend de la rigueur des citoyens. Donc, si le citoyen il est rigoureux, il prend en considération toutes les mesures de sécurité, de santé, de protéger l'autre, d'être responsable vis-à-vis de ses concitoyens. Donc, je crois que nul ne peut empêcher notre économie à prospérer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. J'insiste qu'on est dans une période crise aura un impact négatif certainement, mais dans d'autres côtés, il a un impact positif. Sachez que l'État, que ce soit au niveau de ministères ou d'autres ministères aussi, via les plans de développement et tout ce qui est mesures d'incitation par la banque d'émission, le Banque El Maghreb, concernant le taux directeur pour booster l'investissement,
des lignes de crédit sont ouvertes, des mesures d'accompagnement pour les entreprises à travers les agences de développement sont aussi, que ce soit au niveau de l'agriculture, pour l'agroalimentaire, l'agro-industrie, pour le développement du monde rural, pour tout ce qui est aussi des développements de l'industrie, les nouvelles technologies, il y a pas mal de lignes d'accompagnement pour les entreprises. Alors, ajouter à cela, il y a une opportunité, c'est qu'on doit savoir que tous les yeux et tous les yeux du monde sont focalisés. إحنا ما نشدوهاش بالقضية ديال العين ولكن c'est une opportunité. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, et Madame Nassiba l'a d'ailleurs dit, donc, on est une économie qui est jeune. On a une population très jeune aussi. D'ailleurs, même les chiffres, on doit les mieux comprendre, on doit mieux lire notre histogramme, si vous voulez, représentation graphique, démographique de tout le Maroc. Je crois qu'on doit être optimiste pour dire qu'on est une population jeune, on a encore de la créativité et de la création. Moi, personnellement, le ministère n'est plus un ministère, que ce soit le ministère de l'Industrie ou autre, on est devenu un peu virtuel, donc n'importe qui peut entrer dans des sites web et savoir ce qui se passe pour tout ce qui est mesures d'accompagnement, pour tout ce qui est financement, tout ce qui est gestion de l'administration. Donc, je pense. C'est vrai qu'on est en train Monsieur Charadé, oui. Vous avez que 2 minutes pour répondre. Oui, je ne l'ai pas dit au départ. Non, je vais laisser mes 2 minutes aussi à Monsieur Adil pour qu'il puisse nous parler de tout ce qui est financement dans l'entreprise. Oui. Et merci, Madame. Merci. Je vous en prie, Monsieur Charadé. Donc, on passe la parole à Madame Goussaïd, c'est ça, la deuxième? Ou bien Monsieur Adil Jouali? Monsieur Adil Jouali, comme vous voulez. Donc, à vous la parole, M. Adil Jouali. Oui, merci, Madame Abou Hafs. Donc, j'ai juste 2 minutes. 2 minutes. Pas plus. Sinon, on va faire une autre intervention de. Donc, mais j'essaie de répondre à cette question, mais c'est une question très pertinente. D'ailleurs, c'est ma prochaine réflexion. Donc, depuis le confinement, j'essaie de me produire à rédiger des articles qui sont déjà publiés dans des journaux nationaux d'information économique, notamment la vie économique. Donc, diversifier le partenariat international, c'est ma prochaine réflexion qui sera publiée, Inch'Allah, prochainement. Donc, vous savez que nous sommes dans ça s'appelle la géographie économique ou l'économie géographique. Donc, plusieurs auteurs d'économie internationale, à savoir Krugman, Thies, Fujita, Mengel, Stiglitz, etc., ils ont beaucoup parlé sur ce qu'on appelle la géographie économique ou l'économie géographique. Donc, avec l'émergence de la mondialisation, des échanges et de la globalisation financière, tout le monde se constitué dans un bloc régional. Donc, le Maroc, depuis les années 90, dans sa stratégie d'ouverture au niveau international, a signé beaucoup d'accords d'association et des accords de libre-échange, à savoir avec le premier accord avec l'Union européenne, que j'ai déjà dit dans mon intervention. Deuxième accord, c'est l'accord d'Agadir en 2004 avec la Turquie, la Tunisie et l'Égypte. Troisième accord aussi avec la Turquie. Et quatrième accord de libre-échange avec les États-Unis en 2006. Et depuis 2017, le partenariat du Maroc a été orienté vers les pays du Golfe et vers, bien évidemment, les pays africains. Donc, on est devant un nouveau partenariat, une nouvelle opportunité, une nouvelle aubaine de délocaliser nos entreprises vers l'extérieur, à savoir vers les pays africains. On a déjà des secteurs qui ont été déjà développés dans les pays africains, à savoir le secteur de BTP, le secteur de banque et d'assurance. On a beaucoup implanté le secteur bancaire dans certains pays africains. Notre adhésion à CEDEAO, ça va changer la donne. Et après le Covid-19, on doit vraiment, sincèrement, penser à diversifier notre partenariat, non seulement avec l'Union européenne, mais d'autres pays de la planète. Et merci.
Merci à vous, professeur Zouali. Donc, on passe la parole à Nassiba Goussaïd, professeur Nassiba Goussaïd. Allez-y, s'il vous plaît. Après les 2 minutes, on commence à avoir faim et avec la faim, ça ne rigole pas. Donc, je vais faire vraiment très, très vite. En fait, j'ai eu 2 questions. La première était relative aux critiques qui sont faites sur le report des échéances pour les entreprises. Donc, je crois que les étudiants parlent des critiques qui ont été faites sur les frais. En fait, là, le problème, c'est que lorsque l'État s'est prononcé là-dessus et qu'on avait annoncé que ce report serait gratuit, eh bien, on avait parlé des frais du report seulement. Et ça, c'est vraiment gratuit aujourd'hui lorsque vous le demandez aux banques, etc., sachant que lorsque vous demandez un report, donc il y a un retravail du tableau d'amortissement et normalement, c'est payant vis-à-vis des banques. Donc ça, aujourd'hui, c'est gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle du fait d'étaler son crédit sur une période qui est plus longue, de 3, de 6 mois, ça dépend vraiment du cas par cas. Donc là, vous êtes en train de rallonger la période de votre crédit et c'est sûr que cette entreprise en question aura des intérêts de plus. Donc ici, je suis en train de parler des intérêts intercalaires. C'est justement ce qui pose problème aujourd'hui entre les gérants des différentes entreprises et le système bancaire. Donc malheureusement, je ne peux pas apporter de réponse claire et précise car il va falloir que les professionnels avec des représentants du système bancaire, des représentants de l'État, se mettent d'accord sur la manière avec laquelle ils vont gérer cette crise, puisque la loi ne prévoit pas une réponse qui est assez claire pour ces cas bien particuliers. Est-ce que ça va être l'État qui va assumer la totalité de ces intérêts supplémentaires? Est-ce que l'État pourra assumer, par exemple, une partie et que l'autre partie sera assumée et par le système bancaire et par les entreprises? L'essentiel, c'est qu'il faut vraiment que ce soit un accord, que ce soit une situation optimale qui sera gagnante pour tout le monde. Donc, la deuxième question est la portée sur les protocoles de sécurité et la transformation de l'industrie touristique que j'ai évoquée dans mon intervention. Donc là, nous sommes en train de parler de protocoles qui sont très rigoureux, qui peuvent nous permettre en fait de réouvrir l'activité touristique. Vous posez aussi la question de à quelle date on pourrait commencer à parler de l'activité touristique. Donc ça va dépendre de comment la pandémie va avancer d'ici la date qui a été annoncée pour le déconfinement au Maroc. En fait, aujourd'hui, les professionnels du tourisme parlent de décembre 2020 pour pouvoir commencer pour pouvoir commencer à travailler en fait, mais on pourrait très bien envisager, par exemple, un début de l'activité touristique pendant le mois fin juillet ou bien début août, si bien évidemment les établissements d'hébergement, les restaurateurs, les agences de voyage, etc., misent beaucoup plus sur le tourisme interne et le tourisme de proximité, et s'il y a un protocole qui est très rigoureux et qui va être respecté par tous les professionnels du tourisme. Donc là, je parle par exemple du modèle qui a déjà été testé en Chine, qui a déjà commencé un tourisme interne, comme par exemple la distribution des gels hydroalcooliques dans les différents hôtels, le respect de la distanciation sociale dans les donc, et surtout dans les halls, dans les restaurants, etc. Donc, une fois que les frontières Madame Goussaïd. D'accord, donc 30 secondes. Une fois que les frontières seront ouvertes, on peut commencer de parler de tourisme extérieur. Et là, il va aussi falloir étudier un protocole qui sera beaucoup plus mis en place dans les aéroports et pour les compagnies aériennes. Donc, très bien. Alors, je passe la parole à M. Rachid Tassouti pour répondre à sa question. S'il vous plaît, M. Rachid Tassouti. Oui. Donc, répondons à la question de la question de l'inégalité sociale, je crois, comme j'ai évoqué dans mon speech, donc c'est le moment où c'est dans ce contexte exceptionnel que l'État doit capitaliser et doit mobiliser les dispositions et les mesures pour cet élan de solidarité par la mesure d'élargir et de créer la confiance, cette confiance entre le citoyen et l'État. Bien sûr, parce que c'est seulement cette confiance qui peut aboutir à atteindre l'objectif d'égalité sociale. De même que j'ai cité une deuxième mesure, c'est la mesure c'est le principe par lequel il peut prendre le citoyen au cœur de développement. Donc, c'est le moment au pas, parce que depuis longtemps, l'État a été assaini de malgouvernance, de corruption,
de règlement de compte avec les citoyens. Donc, c'est le moment au pas pour capitaliser et pour récupérer et pour renforcer cette confiance avec le citoyen et de là prendre le citoyen comme au cœur du développement. Et avec ces mesures-là, donc on peut aboutir, on peut atteindre cette finalité d'égalité sociale. Et merci. Attendez, excusez-moi. Donc, je vais en fait passer vers la dernière question qui porte sur les mesures d'encouragement de l'entrepreneuriat dans cette période de crise pandémique. C'est adressé à moi-même, professeur Abou Hafs. Donc, tout ce que je peux vous dire en relation avec l'entrepreneuriat, c'est tout simplement on a besoin que l'État protège ces jeunes porteurs d'idées innovantes et créatives. Alors, comment? Sur la base de la protection des brevets d'invention. Et également quoi? C'est sur la base des modalités de financement qui sont bien sûr encourageantes, également sur la base des procédures administratives qui ne sont pas lourdes, parce que les jeunes, quand ils rencontrent des problèmes administratifs, la lourdeur des procédures, etc., peut-être qu'ils vont laisser tomber l'entrepreneuriat et les projets. Je pense qu'il faudrait également instaurer une chose très importante, c'est l'esprit entrepreneurial. Alors, l'esprit entrepreneurial, c'est lui qui fait que le jeune pense entrepreneuriat dans le futur. C'est pour cette raison qu'on a besoin de stimuler l'esprit entrepreneurial et cela passe par les incubateurs, cela passe par l'université et également par nos chers professeurs et chercheurs en économie et gestion. Voilà, je pense que je vais donner la parole à notre cher doyen Rahim Ettor pour terminer, pour clôturer ce webinaire parce que on est presque minuit 30, donc je pense que tout le monde est fatigué. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était très enrichissant et je sais que vous avez consacré un temps fou pour être là devant nous, devant nos étudiants, pour bien sûr enrichir le débat sur le Covid-19. C'est bien, merci beaucoup à vous tous et merci bien sûr à nos chers étudiants qui bien sûr ne cessent pas de poser des questions. J'ai beaucoup de questions devant mes yeux ici, mais le temps ne permet pas qu'on pose toutes ces questions. Je suis désolée pour les autres parce que je n'arrive pas à le faire. Les commentaires qui se lancent sur les Facebook, donc c'est impossible de poser toutes les questions. Donc j'ai pris que les questions les plus en fait les fréquentes si vous voulez. Alors je vous passe la parole Monsieur Rahim Ettor et désolée. Parce que vous étiez depuis tout à l'heure, je sais que c'est tard. Merci pour votre patience, merci pour votre présence et merci pour votre contribution. À vous la parole. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Vous savez, le temps passe très, très, très vite. En tout cas, c'est un début, c'est une première expérience. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'organiser d'autres conférences virtuelles. Je crois que votre équipe, vous comptez organiser 3, c'est ça? 3 conférences, c'est ça, oui. C'est vrai que maintenant c'est minuit, passé de 35 minutes, donc je ne vais pas être là. Je vais me contenter à adresser une autre fois mes vifs remerciements à vous d'avoir organisé, d'avoir pensé à organiser ces conférences virtuelles. Bon confinement, bon Ramadan et à la prochaine. Madame Abou Hafs, réactivez s'il vous plaît votre micro, nous vous entendons. Oui, oui. Alors, merci à vous, monsieur le doyen. Donc, c'est juste avant de terminer, j'aimerais bien passer un message. C'est que le prochain webinaire portera sur la comptabilité face au Covid-19 qui sera coordonné par monsieur Rachid Tessouti et modéré par monsieur Rachid Tessouti. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci et au revoir. À la prochaine fois, au prochain webinaire, Inch'Allah. Et bonsoir. Et bonsoir. Hein. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.